Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve aujourd'hui pour le maintien, épisode 7, cette lutte acharnée pour le classement UCI. Et oui, dans un mois, un peu plus d'un mois, le 18 octobre, on saura qui est relégué, qui reste en World Tour, qui descend en deuxième division, qui aura les invitations, qui n'aura pas les invitations. Donc il nous reste encore, je pense, 4-5 épisodes du maintien pour revenir sur cette saison 2022, enfin ce classement UCI sur la saison 2020-2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire si vous voyez l'auto se maintenir ou non, ou si vous pensez que ça va être compliqué. Moi, je vais vous donner mon avis, mais c'est intéressant également de savoir le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, même si cette semaine c'est un petit peu calme. N'hésitez pas à aller voir Spotify, les 2 premiers épisodes de PS 2.0 libres d'accès. Ils seront certainement disponibles également sur d'autres plateformes. Mais j'en dirai un peu plus, soit dans l'onglet communauté, soit dans une vidéo consacrée à ça. Et on reparlera peut-être du modèle économique de tout ça. Eh bien, on commence tout de suite avec ce classement UCI. On va revenir déjà sur le petit débat qui nous avait agité une vidéo. J'en avais pas parlé après derrière, j'avais oublié d'en reparler. Je devais en parler sur la vidéo de l'étape d'après, mais j'avais oublié. Ce fameux imbroglio avec cet article de Cyclisme News, je crois, au Cyclisme Actu, je ne sais plus lequel, c'était Cyclisme News, qui disait que l'année prochaine en World Tour on serait 20 et donc il n'y aurait plus de relégation. L'idée de la relégation serait abandonnée. Ce que l'UCI a démenti dans la soirée vers 20h le soir de cette information pour dire que non, tout ça avait été mis en place du côté d'Innsbruck lors du congrès de l'UCI qui se déroule lors des championnats du monde, le jeudi normalement des championnats du monde, que non, ce n'était pas prévu l'abandon de cette idée et que voilà, au 18 octobre, on a même eu la date butoir des points. Eh bien, nous saurions qui serait relégué, qui resterait. 2 solutions à ça. Première solution, l'UCI a envoyé une bouteille à la mer pour voir la réaction des gens et ils se sont aperçus que ça ne marchait pas parce qu'il semblerait qu'il y ait un souci. Alors, il y aurait 2 soucis avec le système de relégation. C'est que premièrement, le premier souci, c'est que l'UCI n'aurait pas prévu ça avec les contrats de toutes les équipes. C'est-à-dire que pour aller en World Tour, vous avez des contrats qui sont très précis, qui disent que vous restez en World Tour sur tant d'années. Il semblerait que certaines équipes qui sont en mauvaise posture avaient des contrats de très longue durée. Avec l'UCI, alors c'est peut-être pas le cas d'Israël, c'est peut-être le cas de la Lotto. Donc des contrats qui iraient au-delà de 2022 pour le World Tour. Donc il semblerait que ça poserait peut-être problème, qu'il faudrait casser les contrats, ce qui pourrait poser un problème. Autre solution, c'est qu'on va se retrouver à avoir des coureurs au chômage et l'UCI a peut-être peur que des coureurs se retrouvent sur le carreau avec cette règle-là. Après, c'était également, encore une fois, ça date de 2018, hein, j'avais plus la date en tête, mais ça fait quand même depuis 4 ans qu'on sait que ça va arriver. Et en 2020, on avait redit que malgré la Covid, on prendrait le classement des 3 années, donc 2020, 2021, 2022. Et sans coefficient du fait qu'en 2020, il y a eu moins de courses qu'en 2021 ou 2022 ou qu'en 2019. Donc soit c'est l'UCI qui a envoyé une bouteille à la mer pour voir comment les gens réagiraient et ils se sont aperçus très vite que ça a été un fiasco parce qu'à part 2-3 mecs sur Twitter qui ont dit oui c'est super, de toute manière il n'y aurait jamais dû avoir ce système de relégation, ce genre de choses, la plupart des gens même les gens étaient très déçus de cette chose parce que beaucoup de gens sont pour ce système de classement et même les gens qui sont contre ne comprenaient pas qu'on change de règlement à 1 mois du terme de cette compétition, de cette lutte acharnée pour le maintien. Et surtout, les gens étaient très déçus par, encore une fois, cette organisation opaque qui était l'UCI. Moi, j'en avais parlé, je vous avais dit, j'étais très furieux parce que pour moi,
j'en ai déjà parlé quelques fois, mais le système Pro Tour, qui est l'ancêtre du World Tour, était basé sur ce système de relégation donc en 2005, sauf qu'il a été que très rarement appliqué. Et moi, j'en avais marre des équipes qui achètent des licences pour monter en World Tour, parce que à part Intermarché, sinon ça a à chaque fois été un fiasco. Je pense notamment à CCC, et j'en avais marre que ce soit un peu que les équipes françaises qui soient reléguées, parce que les deux relégations majeures de l'UCI, ça a été Europcar et Groupama, dans l'histoire du World Tour. Sinon, il n'y a jamais eu de grosses relégations dans ce cas-là, à part problème comme la Gerolsteiner, mais la Gerolsteiner avait abandonné. Enfin voilà, j'en avais marre de ce système de rachat de licence, et je trouve que là, du côté du sportif, c'est beaucoup plus concret. Alors oui, il y a des soucis économiques, sauf que, encore une fois, ça n'a pas été fait au dernier moment. 2018, donc mois de septembre 2018. C'est-à-dire que les équipes avaient le temps de se préparer. Regardez, même les agents de coureurs s'étaient préparés, comme le cas de Caleb Ewan, qui a un contrat, qui a une clause qui le libère en cas de relégation de la Lotto, même s'il a dit qu'il resterait du côté de la Lotto. Tout dépend quelle équipe fait une offre. Ça peut être intéressant. Et je trouve ce système plus intéressant. Alors certains avaient dit oui, mais on mettrait plus de coureurs sur les grands tours. Le problème, c'est qu'on est passé de 198 à 176 coureurs pour des raisons de sécurité. Et à 198 coureurs, on ne faisait pas les sections de gravel, ni par exemple les routes un peu plus étroites comme les LRC de Montvernier. C'était interdit par l'UCI. Donc si on veut refaire ce type de parcours-là, il faut qu'on soit 176. Et on voit déjà qu'à 176, il y a pas mal de crashs. Autant te dire qu'à 198, tu multiplies la capacité d'avoir des crashs. 198 au-delà de 200, parce qu'il y a même l'idée d'être au-delà de 200. Donc moi, j'étais totalement contre cette idée. Soit c'est l'UCI qui a envoyé une bouteille à la mer, soit c'est Israël. C'est Israël qui, selon les rumeurs, voudrait créer un grand tour dissident. En même temps que le Tour de France, s'ils sont relégués l'année prochaine. Bonne idée de créer un grand tour dissident, mais j'ai peur que si l'UCI n'autorise pas cette course, qu'il y ait quand même peu d'équipes au départ. Voilà. Et je le dis très clairement, s'il y a peu d'équipes au départ en même temps que le Tour de France, ça risque d'être très 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 compliqué. Regardez le Tour d'Autriche qui est en phase du Tour de France, qui est pourtant une belle épreuve de 10 jours, le Tour d'Autriche. Ils ont du mal à exister. Toute épreuve face au Tour de France a du mal à exister. Donc j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué pour Israël et pour Sylvain Adam, parce qu'il semblerait que ce soit Sylvain Adam qui ait cette idée-là, avec beaucoup d'argent mis en l'air en cas où son équipe soit reléguée, mais en même temps il fallait y réfléchir, peut-être plutôt miser sur la formation que miser sur des anciennes gloires du cyclisme. C'est pas comme si je l'avais dit le jour où on a appris que Froome allait être recruté par Israël, que c'était un gros risque de recruter Froome. Comme si ma prédiction s'est déroulée. Je suis Madame Irma du côté du cyclisme. Sylvain, si tu as de l'argent, je peux t'aider à concevoir une bonne équipe en étant plus intelligent. En plus, c'est pas comme si dans le sport, le nombre de championnats, d'équipes dans des sports différents qui ont eu cette stratégie de prendre des anciennes gloires pour tenter de les faire performer, ça n'a que très rarement marché. Je pense notamment au football, au soccer aux États-Unis dans les années 70 qui avait fait ça, notamment en recrutant Pelé, en recrutant Beckenbauer. Le championnat a fait faillite, je crois, début des années 80 et on a mis 15 ans avant de recommencer avec la MLS, la Major League Soccer. On a fait ça également en France. Je pense Marseille à une époque avait eu l'idée de relancer des anciennes gloires. Je pense Lizarazu avait joué à Marseille. Ça avait été un échec aussi. Donc c'est pas une bonne idée. Il faut toujours miser sur la formation. Israël ne l'a pas compris. Israël a fait cette erreur-là. On passe tout de suite au classement parce qu'on en a fait quand même quasiment 10 minutes sans parler du classement. Pourtant il est à l'écran. Le classement là, c'est intéressant de voir ce classement pour vous dire que Israël 13 491 points. Je rappelle le classement mis à jour aujourd'hui sur le site de Vélo Futé. Vous avez les descriptions, les liens dans la description. Je vais le faire dans le bon ordre. Israël c'est pas suffisant très clairement. 200 points seulement de prix. Et l'écart avec la Lotto qui s'agrandit, on était à 587 points, on est désormais
à 600 que je retrouve à 769 points d'écart. Donc voilà, l'écart c'est assez agrandi entre ces deux équipes. La Loto, la situation s'est pas améliorée. 708 points d'écart avec le premier non relégable, l'écart était de 310. Le problème, c'est que vous voyez que la Movistar n'est plus dans une zone de relégable, car la Movistar a marqué énormément de points sur les derniers jours, notamment deuxième place d'Enric Mas sur la Vuelta, victoire sur le Tour de Grande-Bretagne également. Ils ont marqué des points du côté du Grand Prix de Wallonie, je crois, hier. Donc voilà, il y a eu une accumulation de points de marqués ces derniers jours, ce qui permet à la Movistar de sortir de cette zone de relégable et d'être maintenant avec une belle marge avec 15 585 points. Du côté de la Loto, désormais l'adversaire, je dirais numéro 1 à 708 points, c'est la Bike Exchange. La Bike Exchange qui a 14 968 points. Donc la Bike Exchange qui a marqué 600 points sur les dernières semaines. Heureusement qu'il y a eu la victoire de Caden Grove sur la Volta, ça a aidé. Il y a eu également la 4e place ou la 3e place, je ne sais plus, de Michael Matthew sur le Grand Prix de Québec, qui apporte également pas mal de points du côté de la Bike Exchange, ce qui permet de garder encore une belle marche sur la Loto. Encore une fois, il reste un gros mois. Désormais, on va marquer 1000 points. Peut-être que ça sera compliqué même d'en marquer de plus. Avoir 700 points de retard, ça commence à être très compliqué pour la Loto, même si on essaie de faire des courses de Coupe de Belgique, on essaie d'aller sur toutes les courses 1-1, eh bien ça ne suffit pas. J'ai lu une statistique, la Loto a fait 40 jours de courses de plus que les années précédentes. Oui, mais malgré ça, l'écart était vraiment très important, et surtout Caleb Ewan n'a pas performé. Et oui, Caleb Ewan n'a pas été au niveau. Et ensuite, vous voyez également les faiblesses de cette équipe de miser sur 2 coureurs. Heureusement, ils ont eu Arnaud Delis, quand même, qui les a énormément sauvés. Arnaud Delis, c'est plus de 1000 points. Il faudra voir même s'il n'est pas sur le marché des transferts, peut-être en 2024. Peut-être pas l'année prochaine, mais en 2024. Mais forcément, c'est compliqué. Cofidis, qui descend, qui se retrouve 17e, désormais Cofidis, avec seulement 17 points d'écart. Avec la Bike Exchange pour Cofidis, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. 200 points de marqués seulement sur la Vuelta. Et il y a eu quand même une victoire d'étape et un podium également. Même 2 podiums. Donc les résultats sur les victoires d'étape. Mais on voit encore une fois le problème du barème UCI qui ne favorise pas assez les victoires d'étape sur les grands tours. Ça, je trouve que c'est un réel problème qu'une victoire d'étape soit moins bien notée qu'une classique 1-1. Je trouve que c'est plus compliqué de gagner une victoire d'étape sur un grand tour qu'une classique de Coupe de France. Notamment, c'est pas le même niveau au départ. Donc là, il y a un problème. Vous pouvez même retrouver sur le site de Vélo Futé une magnifique enquête sur une enquête très intéressante sur une ébauche, une idée sur un nouveau barème UCI pour tenter d'améliorer le barème UCI. Je trouve qu'il est très intéressant. Il y a 2 défauts pour moi à ce barème UCI. C'est le championnat du monde qui marquerait 750 points. Or, pour moi, un championnat du monde ne devrait pas marquer de points pour le classement par équipe UCI car tu n'es pas par équipe de marque, tu es par équipe nationale. Donc même si tu es champion du monde, pour moi, ça ne devrait pas apporter... Alors, ils le font marquer 750 points, ce qui je trouve est énorme. Pour moi, ça ne devrait pas marquer de points. Et deuxième problème, mais qui est un problème déjà du barème actuel, c'est qu'ils considèrent que le Giro et la Vuelta, c'est la même chose et que le Tour de France est au-dessus. Or, pour moi, Giro et Tour de France, c'est la même chose, la Vuelta est en dessous. Et donc, je préférerais avoir un barème qui considère que le Giro et que le Tour de France sont 2 courses aussi dures à remporter et que la Vuelta est un ton en dessous. Ça, c'est que mon avis personnel. Voilà, c'est les 2 défauts que je trouve, mais vous pouvez retrouver cette enquête sur le site de Vélo Futé. Je rappelle les liens dans la description. Je ne suis pas sponsorisé par Vélo Futé, je le précise. Vous pouvez prendre également des abonnements pour le magazine. Donc Bike Exchange, Cofidis, donc peu de points de marqués pour Cofidis. EF, on est toujours ric-rac, on a 15 073, 800 points d'avance à peu près pour EF. C'est pas encore sauvé, EF, et 500 points de marqués sur par rapport au dernier point au classement UCI qu'on avait fait.
C'est pas incroyable, mais vous voyez, hein, c'est une équipe EF qui a marqué seulement 4134 points. C'est la deuxième équipe qui a marqué le moins de points après Astana à 3501. On retrouve ensuite Arkea. Là encore, hein, les points de Quintana font un petit peu mal à Arkea, mais quand même, hein, là maintenant, il y a 1000 points d'écart quasiment. Avec Lotto, ça me semble compliqué que la Lotto arrive à récupérer ces 1000 points et qu'en même temps Arkea ne marque pas de points sur la même période. Ça me semble un peu fort de café. On retrouve ensuite Movistar, DSM, Astana et AG2R. Du côté du classement UCI, que sur l'année 2022 qui va déterminer qui aura les invitations. Eh bien, vous voyez que la Lotto a toujours 6257 points. Donc, la Lotto aura des invitations sur toute la saison World Tour l'année prochaine. Donc, quand je vous y disais Arnaud Delis, Caleb Ewan, c'est peut-être pas cette année où il y a un danger au niveau de leur contrat. C'est plutôt fin 2023 si on n'arrive pas à faire mieux du côté de la Lotto et remonter en World Tour. Du côté de la Total Energy, pour le moment, tout dépend qui descend. Mais si c'est Israël qui descend, eh bien, ils auront les invitations également sur les grands tours. Donc ça, c'est plutôt une belle performance de la part de la Total. Il y a encore 700 points, 600 points d'écart entre ces deux équipes. Donc il faut encore que la Total performe. Mais il y a notamment le Tour de Vendée où je pense qu'ils auront envie de performer en fin de saison. Pourquoi pas Paris Tour également, où ils ont des possibilités de bien performer sur cette course. Et puis, si EF descendait, EF serait toujours derrière Total Energy. Ça serait par contre une plus grosse bagarre si c'était Bike Exchange qui était 19e face à Total Energy, car Bike Exchange est devant au classement. On passe maintenant aux équipes de tête, aux concurrents qui sont tout devant dans ce classement. Je vérifie, c'est toujours la Jumbo qui est en tête avec 36 006 points devant Ineos et Quick-Step. On retrouve ensuite UAE, Bora et Bahreïn. Et encore une fois, hein, vous voyez que Jumbo a marqué 13 100 points devant Ineos à 11 654. Et Quick-Step, malgré la victoire de Remco Evenepoel, qui a fait marquer des points, hein, cette équipe Quick-Step, eh bien, vous voyez qu'on est quand même très loin du nombre de points de 2021, hein, qui est la dernière case, vu qu'en 2021 on avait fait 15 641 points, 8 803 seulement cette année. Les classiques flandriennes qui n'ont pas été réussis de la part de Quick-Step, ça leur coûte très cher parce que malgré les 2 victoires sur Liège, sur la Classica San Sebastian de Remco, malgré l'énorme saison de Remco Evenepoel, eh ben, tu vois qu'ils ont quand même eu un rendement qui était moins bon que d'habitude. Bahreïn, donc Bora Bahreïn, ensuite 5 et 6. Première équipe française, hop, je vais vous la montrer, c'est toujours Groupama avec 20 123 points. Et puis AG2R, 17 020 points. Et sur l'année, Groupama en a marqué 7 794, donc plus qu'en 2021, plus qu'en 2020. Et du côté de AG2R, on est en retard de 1000 points par rapport à 2021. Et largement en avance par rapport à 2020 où là ça n'avait pas été très prolifique pour AG2R. On voit par exemple que la Bahreïn Victorious, beaucoup moins de points en 2022 qu'en 2021, 10 429 en 2021, seulement 8 559 en 2022, alors qu'à l'inverse, la Bora avait marqué seulement, ce qui est déjà énorme, 8 222 points en 2021, mais seulement c'est en cette année 2022, 9 386 points, notamment la victoire de Jane et le bon résultat de Vlasov également. Et Astana, là aussi, il y a un écart qui est énorme, 6 469 points en 2021, 6 006 en 2020 et seulement 3 500 points cette année. Donc il y a eu un vrai problème pour Astana. Et heureusement qu'il y a eu les grands tours pour Astana, parce que vous avez Lutsenko, vous avez Miguel André Lopez, vous avez Nibali. Les trois ont été dans le top 10 de chacun des grands tours respectifs. Et malgré ça, malgré ce nombre de points-là, on voit que dans le reste de la saison était très compliqué pour Astana. Vraiment, année très difficile. Et du côté de EF, pour finir, on remerciera le Tour de Suisse. La 4e place de Nelson Poles, elle apporte également pas mal de points dans ce classement.
On a fait le tour de ce classement UCI. Prochaine vidéo sur la chaîne, il y aura le bilan de la Vuelta, le bilan des classiques canadiennes, la présentation des championnats du monde, notamment du contre-la-montre, et puis également un point sur les transferts que vous voyez, il y a déjà les onglets qui sont actifs, donc je vais l'enregistrer juste après. Allez, ciao sur l'Amérique Production et on se retrouve lundi, mardi pour un prochain épisode de EPS 2.0, pardon. Du maintien, épisode 8. Allez, ciao sur l'Amérique Production.